Et au nom de l'Observatoire, donc, je voudrais surtout remercier les principaux artisans de ce colloque, donc ceux et celles qui sont identifiés comme les membres du comité organisateur. Je voudrais donc remercier Jean, Jacinthe et Sylvain, évidemment, qui ont donc beaucoup travaillé donc, à l'organisation de ce colloque. L'Observatoire, comme vous le savez, donc, est un regroupement de chercheurs interuniversitaires qui regroupe une quarantaine de chercheurs réguliers, autant de membres associés et 2 fois plus de collaborateurs, et plus de 250 étudiants, donc tous cycles confondus. C'est un regroupement stratégique qui a aussi donc, de nombreuses ramifications dans la discipline. Donc, il y a des laboratoires en musicologie, on va dire, en ethnomusicologie, en sociomusicologie, il y a des équipes de recherche. La pédagogie musicale est aussi très présente. Bref, c'est un lieu de recherche sur la musique extrêmement diversifié. L'activité aujourd'hui, en fait, donc d'aujourd'hui et de demain, donc ce colloque international, donc d'ailleurs, je tiens à remercier ceux et celles qui viennent de loin, d'ailleurs, d'être parmi nous aujourd'hui. Montréal n'est pas forcément la destination auquel on pense en plein mois de février. Ce colloque donc, appartient donc, en fait, à la programmation de recherche d'une équipe qui existe depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Donc c'est l'équipe de recherche sur la musique française. Et d'autres colloques, donc certains d'entre vous ont déjà participé à d'autres colloques de cette équipe par le passé. On pense au tout premier en 2004 sur musique et modernité. Après ça, il y a eu évidemment le colloque sur Charles Quéclin, il y a eu sur musique et religion, il y a eu sur Claude Debussy aussi. Des événements importants pour nous à chaque fois qui ont donné lieu d'ailleurs soit à des publications, soit à d'autres rencontres, à des projets de collaboration, à des projets de livres, et c'est ce que je souhaite à ce colloque, c'est de générer ce type de dynamique dans les prochains jours. Alors merci bien et je laisse la parole à Sylvain. Merci Michel Chenou, merci à l'OICRM pour son accueil. En fait, derrière cet acronyme, il y a beaucoup de personnes qui sont ici, qui ont permis la réalisation de ce colloque. Donc j'ai le plaisir de vous accueillir à ce colloque sur les musiques franco-européennes en Amérique du Nord, 1900-1950, études des transferts culturels. Dans la poursuite de ces colloques internationaux, donc nous nous penchons aujourd'hui sur la nord-américanité comme étant le lieu d'échange culturel. L'idée de ce colloque, en fait, n'appartient pas uniquement au comité organisateur, mais elle remonte à plusieurs années, lorsque Annegret Farser et Malou Haine se sont rencontrées pour échanger entre elles, et ils nous ont transmis beaucoup de ces idées qui ont été à la source de l'organisation des thématiques de ce colloque, et j'en suis bien reconnaissant. Au cours des 2 prochaines journées, donc, nous allons nous pencher sur le rôle joué dans les musiques franco-européennes dans l'important réseau de transferts culturels qui s'est tissé entre l'Europe francophone et l'Amérique du Nord pendant la première moitié du XXe siècle. C'est une période charnière pour l'avènement de la modernité en Amérique. Du point de vue méthodologique, donc, dans l'appel à la communication, nous avons demandé aux conférenciers de développer l'application du concept de transfert culturel à la musique. Cette notion suppose à la fois une transformation de la culture d'accueil et une nouvelle mise en contexte de la culture d'origine. Selon Annegret Farser et Marc Everist, dans leur publication de 2009, l'objet culturel, par exemple une œuvre musicale, une interprétation, un discours sur la musique, donc cet objet culturel n'est plus considéré comme un donné fixe et immuable. Au contraire, il prend naissance et il évolue en élargissant les frontières dans un contexte de circulation internationale de la culture où les identités nationales sont en constante reconfiguration. Jusqu'à maintenant, très peu de colloques ont été consacrés à la propagation et à la réception de la musique française en Amérique du Nord, ni aux transferts culturels qui en ont résulté. Certes, le colloque Cross Currents, qui a eu lieu à l'Université Harvard en 2008 et suivi de sa réponse à Munich en 2009, s'était penché sur ce sujet des échanges transatlantiques dans un contexte beaucoup plus large que celui d'aujourd'hui. Dans les actes du colloque qui ont été publiés en 2014, auxquels ont participé d'ailleurs ici présents Christopher Moore et Annegret Farser, on constate que les thématiques abordées sont souvent complémentaires aux nôtres. Donc ce colloque fait écho au colloque précédent sur le même sujet. Par exemple, il était question d'identité nationale, exil, immigration, guerre froide.
et elle recouvre les périodes historiques et géographiques beaucoup plus larges. La thématique d'aujourd'hui et de demain que nous organisons est beaucoup plus ciblée et se concentre sur l'influence des musiques franco-européennes en sol nord-américain, en y incluant le Canada. À notre invitation, les participants s'intéressent prioritairement au mouvement des œuvres et des musiciens et analysent différents déplacements, c'est-à-dire esthétiques, techniques, idéologiques, administratifs, qui s'accomplissent dans cette période. Tel que vous le voyez dans votre programme, il y a 7 axes qui vont nous regrouper. Donc d'abord, aujourd'hui, les revues et les représentations culturelles. Ensuite, on verra les lieux, les moyens de diffusion, les interprètes et les interprétations, à la recherche de traces de compositeurs français en Amérique. Tandis que demain, nous aborderons 3 thématiques: la musique comme discours culturel, le ballet comme médium de liaison transatlantique, et finalement, le Québec comme lieu de transfert culturel. C'est évidemment un mouvement obligé dans ce colloque se tenant à Montréal. Pour la programmation du colloque, nous allons chercher à maintenir un équilibre dans les conférences, un équilibre représentatif des différentes aires culturelles, francophones, anglophones, nord-américaines, européennes, avec même plusieurs pays européens. Cette diversité permettra d'aborder différentes situations musicales et de confronter différents points de vue scientifiques. Ces échanges fructueux conduiront à l'élaboration de champs d'application diversifiés et d'approches méthodologiques, nous l'espérons, qui seront complémentaires. J'attire votre attention sur l'organisation du temps dans le colloque. On fait 2 ou 3 conférences à la suite qui sont suivies d'une période de discussion. Cette période de discussion est fort importante aussi pour le mûrissement des idées qui naît, dans le fond, de la rencontre des personnes et des idées dans un colloque. Le colloque va se terminer par une table ronde aussi, puis par une synthèse des échanges. Pour la bonne marche du colloque, je compte sur votre autodiscipline, pour le respect de l'horaire, et évidemment, les présidents de séance vous aideront dans votre autodiscipline. Votre propos, j'en suis sûr, sera fort riche. Certains peut-être seront frustrés de n'avoir que 20 minutes. Les actes du colloque vous permettront de développer plus amplement, plus complètement votre pensée et de rendre justice à tout le travail absolument admirable, j'en suis sûr, que vous avez fait pour votre présentation. Je tiens à remercier tout d'abord de nombreuses personnes, et je m'excuse par avance auprès de celles que j'oublierai. D'abord, je remercie la Faculté de musique, en la personne plus particulièrement de sa doyenne, Isabelle Panton, que j'ai croisée ce matin, mais je crois qu'il est retenu actuellement, mais qui est avec nous en esprit. Je remercie aussi Michel Duchesneau, directeur de l'Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique, et également directeur de l'équipe de recherche musique française. Je remercie aussi 2 personnes qui ont travaillé dans l'ombre, peut-être aussi virtuellement par les courriels, mais dont la contribution a été essentielle. Yuba Bouscan, qui est la coordonnatrice de l'OICRM, et Jeanne Doucet, qui est ici à l'arrière, qui vous a accueilli, et qui était la coordonnatrice de l'événement. Je remercie également les membres du comité scientifique, Malou Haine, Annegret Fazer, Christopher Moore, ainsi que ceux qui étaient membres à la fois du comité scientifique et organisateur, Jacinthe Arbeck et Jean Boivin, pour tout ce travail de préparation. La parole est à vous. Merci. Bon colloque. C'est un honneur pour moi vraiment de présenter ces 2 premières conférencières. D'abord, Malou Haine. Présenter Malou Haine, c'est un devoir intéressant. Je notais qu'elle est un exemple, en fait, qu'on peut offrir aux étudiants en musicologie, à savoir quel chemin est-ce qu'on peut parcourir, les portes qu'on peut ouvrir en tant que musicologue. Alors, je vous donne brièvement quelques idées. D'abord, donc, professeur à Bruxelles, bien sûr, à l'Université Libre, mais aussi aux États-Unis, à l'École normale de Paris. Ensuite, auteur de autour d'une vingtaine de livres, d'une centaine d'articles, directrice d'ouvrages collectifs, encore là une vingtaine d'ouvrages, directrice de collection de musicologie, dont la série Musicologie avec un S chez Brun. Et en plus, elle a été directrice de musée d'instruments. Alors, s'il y a d'autres idées qui vous viennent, vous les suggérer,
il lui reste encore de très belles années de carrière pour parcourir de nouveaux champs. Alors, donc, culture très étendue et comme le montrent les sujets auxquels elle s'est intéressée, qui vont de la grande encyclopédie d'Isidore d'Alembert jusqu'au groupe des Six, en passant par les cités, le champ passe. Alors, aujourd'hui, le sujet de sa communication, le magazine américain Vanity Fair, vitrine de la modernité musicale, Paris-New York. Bien. De septembre 1913 à sa fusion avec Vogue en mars 1936, le magazine américain Vanity Fair a publié 270 numéros que j'ai dépouillés entièrement. Donc vous comprendrez que je ne pourrais faire qu'une synthèse extrêmement brève de ce que j'ai rassemblé. Mais je dois tout d'abord m'arrêter sur la présentation de ce magazine parce que cette présentation permet d'une part de situer le niveau de critique qui circule et d'autre part de percevoir son rôle de formateur de goût et d'opinion. Chaque numéro comprend une couverture en couleur sur papier glacé de grande qualité, artistique, dessinée par les meilleurs illustrateurs de l'époque. Ce magazine a pour vocation de s'adresser à un public aisé d'hommes et de femmes intéressés par les produits de luxe et l'actualité culturelle, principalement celle des mouvements modernes. Le magazine joue d'ailleurs sur l'ambiguïté du terme moderne, nouveau, moderne, nouveauté, modernité, ce qui n'est pas naturellement la même chose. Les domaines traités vont de la littérature à la mode, en passant par le théâtre, la poésie, le roman, la peinture, la sculpture, bref, tous les arts plastiques. Également l'opéra, la danse, la comédie musicale, la chanson populaire, le jazz, les négros spirituels, la photographie, le cinéma. Il y a également les nouvelles technologies, les pianos automatiques, les phonographes, les gramophones, la radio, les nouveaux moyens de transport, avions, voitures, gastronomie, sport. Le monde des idées, les premiers mouvements féministes, l'émergence d'une culture noire et d'autres changements de société y trouvent leur écho. Donc c'est vous dire que tous ces sujets en plus sont entremêlés. Jusqu'au début des années 20, la Première Guerre mondiale est également omniprésente par des critiques, par des dessins réalistes, par des témoignages, notamment de musiciens. À raison d'une dizaine d'approches par numéro, le Vanity Fair parle de la guerre et je suis persuadée que Vanity Fair a joué un rôle dans la préparation du public américain pour l'entrée en guerre de l'Amérique. D'ailleurs, en juillet 1915, Séance est présent à New York pour récolter $600 000 pour aider les femmes parisiennes. Et dès 1922, le magazine est déjà conscient de la montée de la prochaine menace. Et il y a deux couvertures tout à fait particulières en 1932 où on voit d'une part, vous le reconnaîtrez sans problème, et d'autre part son italien homologue. Chaque sujet est traité, fait l'objet d'une mise en page efficace et attractive. Le texte lui-même est assez court et se répartit en général sur 3 colonnes. Voilà un texte. En général, ce n'est jamais plus long que ça, mais si ça doit être un peu plus long, le reste se retrouve dans les pages publicitaires en fin de volume. Très souvent, c'est une seule illustration qui est pleine page, comme ceci, qui annonce l'information avec une légende plus ou moins développée. Ou bien, ça peut être une page avec plusieurs dessins, plusieurs photographies et quelques légendes. Donc vous voyez, il y a plusieurs niveaux de lecture. D'ailleurs, la majorité des sujets n'ont pas de texte de fond, c'est uniquement, ils sont traités comme ça et pas autrement. Donc ça veut dire que ce magazine met l'accent davantage sur le visuel que sur l'écrit. Dans la table des matières, il y a 2 rubriques qui sont intéressantes. Outre toutes les rubriques que je viens de citer, c'est le Hall of Fame, une fois par mois. Ah non, c'est pas ça. Voilà. Où on a quelques personnalités mises en évidence. Et on a également les... donc ici, c'est pour vous montrer, par exemple, pour Paris, on a quelques dessins qui vous montrent
la vie parisienne, et c'est une manière d'approcher le sujet. Voici également deux autres, sur une double page, où vous avez l'orchestre symphonique traditionnel et puis l'orchestre moderne. Donc ces dessins parlent 3 fois plus qu'un long texte, naturellement. Oui, je voulais donc montrer la suivante. Ça, c'est le Hall of Fame. Donc, chaque mois, il y a une page où on a 3 ou 4 ou 5 personnalités. Ici, j'ai choisi celle avec Maurice Ravel, donc en juillet 1930. Et puis, il y a une autre... voilà, encore, ça ressemble, c'est encore ici le Hall of Fame, mais uniquement avec des Français, où on voit Jean Cocteau, Paul Morand, le groupe des 6, Anna de Noailles. Il y a alors cette rubrique assez amusante qui est Impossible Interviews, avec des caricatures de Covarrubias. Ici, vous avez la cantatrice Lucrecia Borri, qui est donc une cantatrice espagnole au Métropolitaine, qui se trouve en présence de Kate Smith, qui est une chanteuse populaire vedette de radio. Donc, les textes sérieux prennent place à côté des dessins léchés et humoristiques, des caricatures et des photographies, et offrent donc différents niveaux de lecture. Ce mélange des genres et de lecture hisse les domaines populaires comme le jazz, la chanson, le cabaret, et tandis que les thèmes plus élitistes descendent, si j'ose dire, à un public beaucoup plus élargi. Alors, ce mensuel a 168 pages chaque fois, dont 32 pages de publicité. Vanity Fair n'est pas seulement un magazine qui véhicule la modernité, il s'ancre lui-même dans la modernité par sa conception révolutionnaire, par sa mise en page d'une grande efficacité, par ses techniques de marketing, alors plus avancées que celles utilisées en Europe. Ce n'est toutefois pas un magazine de grande diffusion, mais c'est la revue chic par excellence, d'un grand prestige. Son rédacteur en chef, Frank Kroningshill, est un homme du monde qui fréquente les milieux intellectuels et la haute société américaine et qui a su s'entourer de collaborateurs de premier choix. Ceux qui écrivent, ce sont des écrivains vraiment à la mode, ce sont des illustrateurs de premier plan, ce sont des photographes de premier plan. Alors, l'origine de ce magazine se trouve dans l'organisation de cette grande foire internationale, l'Armory Show, qui a rassemblé, c'était la première foire internationale d'art moderne, où il y avait 1400 œuvres françaises qui ont été fortement décriées parce que c'était à la fois le symbolisme, le fauvisme, l'art abstrait. Et l'équipe rédactionnelle s'est rendue compte que c'était un sujet qui était porteur puisque tout le monde en parlait. Donc, il fallait ils ont voulu créer un magazine qui serait le sujet de discussion. Alors, d'ailleurs, tous les peintres français la majorité des peintres qui ont participé à l'Armory Show se retrouvent illustrés dans Vanity Fair. Donc, vous aurez compris que la présence de la France est prépondérante, du moins dans les premières années. N'oublions pas que la France constitue à la fois le rêve, l'attraction et le modèle dans l'imaginaire américain. Elle est vraiment omniprésente jusqu'au milieu des années 20. La vie parisienne est décrite sous tous ses aspects, à la fois les cabarets, les cafés, etc. Oui, là voilà oui, j'ai oublié de vous parler de ça, c'est 2 illustrations qui, au lieu d'avoir des dessins d'illustrateurs, reprennent des tableaux de peintres français. Ici, vous avez Marie Laurencin, ici, vous avez un tableau de Raoul Dufy. Alors, ici, vous voyez la scène parisienne, pour montrer ce qu'est la réalité parisienne. Vous avez 2 doubles pages avec toutes des petites scènes et avec des petites légendes. Voici encore, non pas une illustration humoristique, mais un dessin de Fran Mazerel,
où vous avez, c'est un bois gravé qui montre le quartier américain à Paris, donc sans texte de fond, uniquement une illustration. Alors la présence de la France va aussi loin que d'être présente dans les publicités. Vous avez ici une publicité pour le paquebot, l'île de France, donc encore une fois pour mettre en avant tout ce qui est français. Donc, alors maintenant, la présence de la musique française, de la musique qui se fait en France, elle est présente, bien sûr, mais il ne faut pas oublier que l'accent principal de cette revue, c'est la littérature d'abord, les arts plastiques ensuite, et puis seulement la musique. Alors, ce qui vient de France, il y a un accent très important sur les ballets russes. Là, les ballets russes apparaissent plus de 70 fois dans les titres de cette revue jusqu'en 1930, avec l'illustration des danseurs et des danseuses. L'enfant chéri, c'est Anna Pavlova, que vous avez vu en tout début d'illustration. Il y a les autres danseurs qui sont illustrés également, notamment lors de la tournée de Diaghilev aux États-Unis, de la troupe de Diaghilev aux États-Unis en 1916 et l'année suivante en Amérique du Sud. Leurs décorateurs servent également de support pour mettre en évidence les ballets russes. Il est évident que illustrer dans une revue aussi illustrée que Vanity Fair, c'est naturellement beaucoup plus porteur. Il y a bien sûr aussi quelques articles de fond qui vont plus loin que la représentation photographique. L'écrivain américain Golby s'interroge sur le rôle des critiques dans les ballets. L'architecte Marshall examine la réunion des arts au sein des ballets russes. Maurice Tourneur retrace leur influence sur le cinéma. D'autres compagnies européennes de ballets sont également illustrées, les ballets d'Ida Rubinstein, les ballets suédois, ceux de Serge Liffard, de Courtjos, et encore les ballets russes de Monte-Carlo. Les danses nouvelles de salon, donc là on est au niveau populaire, ne sont pas oubliées. Le tango argentin, le flamenco, le charleston, son successeur le black bottom, les claquettes. Et à partir de 1930, on se rend compte que Vanity Fair accorde une place beaucoup plus grande à tout ce qui est art populaire américain, les danseurs et les chorégraphes. Vanity Fair essaye aussi de supprimer les cloisons entre les différents genres. Et on a ici une illustration qui vous montre les différents types de danse, aussi bien la danse classique que la danse populaire. Donc c'est à la fois, si vous voulez, les arts populaires, les arts élitistes et la manière de les réunir les uns aux autres. Voici encore une illustration double page où on a les différents types de danse. Ce qui vient de France, c'est également les chanteurs populaires, les chanteurs de variété. Les vedettes du Moulin Rouge, des Folies Bergères, les chanteurs et chanteuses telles que Yvette Gilbert, Alice Delisia, Yvonne Georges, Maurice Chevalier, Yvonne Printemps, accompagnée de son mari Sacha Guitry. Il y a, comme je vous l'ai dit, quelques articles de fond. Alors, en 1914, William Anderson étudie les styles nationaux des opéras, et là, il met en évidence Debussy, qui s'oppose à Puccini et Rimsky-Korsakov. Nous avons également Pete Sanders, qui constate la disparition des opéras français dans le répertoire américain. Dans les années 20, il y a un groupe qui domine vraiment Vanity Fair, c'est Satie, Cocteau et le groupe des Six. De 1918 à 1924, Éric Satie et les autres musiciens apparaissent plus de 20 fois. Et Karl van Vechten consacre un article à Satie qu'il intitule « Master of the Rigolo, ce French extremist in modern music ». Alors, Satie apparaît également avec des textes qu'il signe de sa main, tantôt en anglais, donc des traductions, tantôt même en français. J'ignore si tous les lecteurs de Vanity Fair pouvaient comprendre. Il écrit également un éloge à Stravinsky. Auric écrit un texte sur Éric Satie.
Cocteau n'est pas oublié. Cocteau est présenté comme un poète futuriste. Il y a 3 autres musiciens du groupe de 6 qui ont droit à une reconnaissance. Millot, pour son ballet L'homme et son désir et la création du monde. Germaine Taillefer figure parmi les 5 Français présents sur le sol américain en 1927. Parmi les autres compositeurs qui viennent de France ou qui exercent en France, Igor Stravinsky occupe lui aussi une place de choix. Il apparaît d'abord sous des portraits de Paul Thévenaz, puis peint par Robert Delaunay. Tristan Tzara lui consacre un article sur Mavra. Je pense que... Non, ça, ce n'est pas celui, mais enfin, c'est un autre article. Oui, en effet, ça, c'est l'article d'Ernest Newman. D'Ernest Newman qui se présente comme le seul osant critiquer Stravinsky. Virgil Thomson le mentionne parmi les compositeurs les plus représentatifs de la musique moderne aux côtés de Satie et de Schoenberg. Le caricaturiste Covarrubias le croque parmi 6 autres personnalités du monde musical. 2 ans plus tard, une photographie pleine page souligne son retour au classicisme dans Oedipus Rex. Maurice Ravel, lui, n'a droit à aucun article de fond, mais il figure 2 fois parmi les célébrités du mois. Je vous en ai montré une tantôt. Les célébrités du mois sont en effet extrêmement importantes parce que nous avons sur toute la période plus d'une centaine de Français qui sont illustrés. Et parmi eux, il y a 20 musiciens, je vous les cite dans l'ordre chronologique: André Messager, Yvette Guilbert, Éric Satie, Darius Milhaud, Igor Stravinsky, Serge Kouzevitsky, Germaine Taillefer et Pierre Monteux jusqu'en 1927. Après 1927, il n'y a que Igor Markevitch qui sera cité. L'apport de Debussy est à peine évoqué en 1914, alors que celui de Berlioz est développé lors du 50e anniversaire de sa mort. Et là, je fais une toute petite parenthèse, c'est que Berlioz est le seul compositeur du passé à figurer dans Vanity Fair. À côté de Satie, du groupe des 6 et de Stravinsky, il y a peu d'autres compositeurs français qui sont abordés. Vincent Dady en 1923, qui n'est certes pas à la pointe du modernisme à cette époque, qui apparaît avec des citations de ses souvenirs sur César Franck. Bien sûr, d'autres compositeurs européens sont illustrés, je ne peux pas m'y arrêter, mais je cite quand même les principaux. Il y a Richard Strauss, il y a Serge Rachmaninov, il y a toute la génération des jeunes compositeurs italiens, il y a Ignaz Paderewski, Anton Bruckner, Mahler, Bartók, Schoenberg, Manuel de Falla, Krenek et Paul Hindemith. À partir du milieu des années 1920, on constate alors que l'importance de la France diminue considérablement au profit de la mise en évidence de la musique américaine. Alors, la musique américaine, elle vient... Il y a toute une série d'articles où il y a des écrivains et des compositeurs qui souligne le fait qu'il n'existe pas de véritable musique américaine et que la musique américaine est dépendante de la musique européenne. Et il y a toute une série d'articles qui vont dans le sens essayer de vous libérer de cette influence européenne, puiser donc dans l'art populaire pour faire une véritable musique américaine. Et apparemment, le premier qui a compris, qui a répondu plus ou moins à cet appel, c'est John Carpenter. On souligne son ballet The Birth of the Infanta, et qui est qualifié comme la meilleure musique de ballet depuis Petrouchka, et surtout son Crazy Cat de 1922. En 1923, apparaît un groupe de 8 compositeurs américains, tous âgés d'une trentaine d'années et qui sont photographiés avec le titre d'être les musiciens américains modernistes. Il y a Leo Zowerby, Emerson Whisthorn, Léon Ornstein, Frédéric Jacobi, Arthur Kramer
Edward Royce, Deems Taylor et Lewis Grunberg. On sait maintenant avec le recul que tous n'ont pas eu la même vocation. Mais le véritable coup d'envoi de la musique américaine est donné en 1924 par Rhapsody in Blue de Gershwin. Les écrivains, les critiques musicaux reconnaissent qu'il y a là la fusion entre le jazz et la musique sérieuse. Et il y a même en 1925 le critique Gilbert Seldes qui écrit un article de fiction où il se projette dans le futur et il dit en 1935 nous aurons enfin en Amérique notre premier opéra jazzy, et il imagine des comptes rendus critique de cet opéra, et avouons quand même que c'est assez prémonitoire puisque 1935 c'est bien la date de Porgy and Bess. Alors ce tournant apparaît vraiment à partir de ces œuvres du milieu de 1925 où tout est vraiment mis en œuvre pour alors promouvoir tout ce qui est américain, pas seulement en ce qui concerne la musique, mais en ce qui concerne la littérature, en ce qui concerne les arts plastiques. Et il y a un article d'ailleurs je pense que c'est Virgil Thompson qui écrit « We must, American-made music, why we must play more than a saxophone in the concert of nations ». Alors, il y a une manière extrêmement insidieuse. Oui, mais je crois que j'ai oublié de vous montrer quelques illustrations. Oui, voilà encore le Hall of Fame avec Germaine Taillefer, là, qui est au milieu. Et il y a une manière extrêmement insidieuse de promouvoir l'art américain. C'est par la firme Steinway, avec son slogan tout à fait qui est vraiment très porteur, The Instruments of the Immortals, inventé en 1919 par Raymond Rubicam, ce père de la publicité moderne. Steinway, en fait, chaque mois, va demander à un peintre américain d'illustrer une œuvre américaine. Donc, c'est à la fois la promotion des pianos américains, c'est la promotion de la musique américaine et c'est la promotion des artistes américains. Ici, nous avons donc George Gershwin, Rhapsody in Blue, par Earl Horter, qui est donc un peintre américain. Je vais montrer aussi la suivante. Là, nous avons également, toujours de George Gershwin, bien sûr, Miquel Covarrubias est un Mexicain, mais il vit en Amérique. Le troisième, nous avons là Through the Looking Glass de Deems Taylor, peint par Frank McIntosh. Alors, en conclusion, sous son aspect glamour, Vanity Fair est loin d'être une revue frivole et superficielle. Ni une revue intellectuelle, ni une feuille populaire, ce magazine mondain, élégant et sophistiqué n'a pas d'équivalent actuel. Il s'adresse sans aucun doute à ses descendants des 400, cette élite sociale new-yorkaise, à la fin du XIXe siècle. La répétition de sujets identiques au sein d'un même numéro et dans des numéros successifs, ainsi que leur approche variée, photographie, dessins, caricatures, articles de fond et même publicité, sont des vecteurs efficaces pour façonner le goût et sensibiliser l'opinion, si pas même pour la manipuler. Interviewer des personnalités, publier leurs écrits et leurs photographies donne l'illusion de proximité au lecteur. À l'époque, ces techniques journalistiques sont révolutionnaires. Le point fort du magazine est probablement son humour, son ironie, destinée à divertir. La force de ses caricatures, ses scénettes piquantes et perspicaces, ses crayons incisifs mais légers, son humour toujours aimable et rarement caustique, parviennent à croquer la réalité de l'époque par des instantanés nettement plus porteurs que de longs discours. Vanity Fair a joué un rôle non négligeable dans la propagande de la modernité, d'abord française, ensuite américaine, par une incitation sans cesse présente à s'émanciper de l'influence européenne. Toutefois, en ce qui concerne la musique, cette modernité est bien entendu sélective et limitée à quelques figures prépondérantes de part et d'autre de l'Amérique. Alors que dans les domaines de la littérature,
et des arts visuels, l'échantillonnage des artistes et leurs œuvres est nettement plus étendu. Le niveau de critique n'est pas spécialisé, il n'est pas technique, il n'est pas approfondi. Il est à l'image du magazine, celui d'une vulgarisation intelligente et attractive. Un atout majeur, ce sont les personnalités de premier plan qui signent les textes. Culture et vie quotidienne, sujets sérieux et divertissement sont étroitement entremêlés. Il en va de même pour les articles de fond, les cuisses et les jeux dont je ne vous ai pas parlé. Le magazine s'adresse tout autant aux hommes qu'aux femmes et les publicités en tiennent compte. Les nouveautés artistiques et la modernité sont les éléments majeurs du magazine, avec une mise en page dynamique, une modernité dans le langage que d'autres que moi ont étudié, des collaborateurs, écrivains, critiques et dessinateurs de premier plan. Certes, il y a quelques opinions divergentes, telles Adolf Huxley et Ernest Newman, qui se montrent extrêmement conservateurs. Les barrières tombent entre les différents genres de musique, entre culture savante et culture populaire, ce qui est d'ailleurs également l'attrait de la musique américaine, débarrassée de ses modèles européens. La culture populaire présentée comme moderne incite les lecteurs à la pratiquer, que ce soit les danses de salon ou le jazz, ou encore les sports, la mode vestimentaire et les technologies nouvelles. Vanity Fair témoigne de ces changements rapides dans la société américaine entre la Première Guerre mondiale et le crash économique. Vanity Fair apparaît comme un formidable formateur de goût et d'opinion auprès du public américain durant le premier tiers du XXe siècle. Je vous remercie. Voilà, je vous montre encore quelques illustrations. Donc, des questions? Merci beaucoup. Je n'ai même pas eu besoin de montrer aucune affiche. Ah ben voilà, j'ai été vite, excusez-moi, mais je savais que le temps était limité et j'ai passé quand même beaucoup de choses. On a peut-être les questions. Ah, les questions après, c'est vrai. Oui. On va plutôt donner la. Alors, regardez-les en réserve. Voilà. Alors, merci infiniment. Alors, c'est la tâche facile. Alors, si vous me permettez, je vais présenter la prochaine conférencière en français aussi. Ça me fait vraiment très plaisir de présenter Mme Davis. Pardon. Mais la communication est en anglais, bien sûr. Alors, diplômée de Harvard, entre autres, Mme Davis a été aide-doyenne, je pense, de l'école des études supérieures de l'art ou du Fashion Institute of Technology. Curieux, fashion et technologie, la combinaison est faite, de la State University of New York. Elle est aussi liée à une institution muséale, tout comme l'était Malou Haine, c'est-à-dire le Rock and Roll Hall of Fame and Museum. Et elle a écrit différents ouvrages, dont un très intéressant que j'ai en main, que ma collègue Jocelyne Tarbec m'a prêté, qui est quelque part ici. Une très intéressante monographie consacrée à Éric Satie, colorée par la vision, en fait, la conception qu'Éric Satie avait lui-même de son image. Alors, soit par son habillement ou sa façon d'être. Alors, vous allez voir tout de suite le lien avec la prochaine communication. D'ailleurs, cet angle original est bien résumé par le titre d'un des livres de Mme Davis, Classic Chic, Music, Fashion and Modernism. Alors, on est vraiment dans le même ordre d'idées. Elle a aussi écrit un ouvrage intéressant sur les ballets russes, les rapports entre les ballets russes et la mode parisienne. Alors, on reste dans le même élan pour cette communication, Sound and Style, Music in Vogue. Merci. Merci, bonjour. Merci à tous les organisateurs de la conférence. Je suis très, très contente de rester ici aujourd'hui. Mais maintenant en anglais, s'il vous plaît. I want to speak today about a topic that really connects to the last paper that we just heard. It's on the subject of another one of Condé Nast's magazines, La Revue Vogue.
And I'll start in May 1926, when fashion was the focus at the Théâtre de la Cigale, a slummingly chic Montmartre music hall. Count Étienne de Beaumont had commandeered the venue for a series he billed as the Soirée de Paris, and he promised choreographic and dramatic shows with new works by some of the most sought-after artists of the day, including some we've heard just about, Eric Satie, Darius Milhaud. He also commandeered Pablo Picasso, Georges Braque, André Derain, and Jean Cocteau. In lieu of an offering by one of these well-known modernists, however, the series Soirée de Paris opened with a surprise, a brief ballet entitled Trois Pages Dansées, for which Beaumont himself had designed the choreography and much of the scenario. Not only did this work have high-style credibility, the costumes, oh, there's Cocteau, in a photograph by Man Ray. The costumes for Trois Pages Dansées were created by Jean Lavin, one of the top couturiers in Paris at the time, and the scenery was by the well-known fashion illustrator Valentine Hugo, probably best known in this group as the woman who sketched the Rite of Spring at some of its early rehearsals. Beaumont's storyline came straight from the fashion world. The ballet brought covers of Vogue magazine to life, quote, as if the journal had fallen from the hands of a dreaming reader and fashion figures were freed from their paper bondage to dance a tarantella or a passepied. In a stroke, Beaumont's soirée signaled fashion's full-fledged arrival in the domain of artistic modernism, and from the beginning, Vogue's place at the center of this enterprise was established. As the opening number on the first evening of the series, Trois Pages Dansées not only celebrated the magazine's status as the world's most important review of dress and design, it also announced Vogue as a force of Franco-American culture. Naturally enough, Vogue covered the production in its pages, acclaiming Beaumont as the Mecenas of Paris, and including an illustration, which you see here, depicting the ballet's opening scene. In an unusual, if not unprecedented manner, the magazine thus promoted and critiqued the very work it had inspired. Such challenges to convention were nothing new for Vogue. French in name but American by birth, the magazine was founded in New York City in 1892 as, quote, a dignified and authentic journal of society, fashion, and the ceremonial side of life. And that is the cover of the first issue. It was transformed into the glamorous style journal we know today when Condé Nast took the helm as publisher in 1909. Nast's Francophilia found a natural outlet in Vogue, where the main fare was Parisian couture and its French and American devotees. And under his direction, the magazine used fashion to foster a new ideal of transatlantic style. The formula was simple. American readers relied on Vogue for information about the latest trends in the French capital, and more importantly, depended on the magazine for advice on how to adapt Parisian looks and ideas to suit distinctly American tastes. By 1920, French women clamored for an edition in their own language, and in June that year, the first issue of French Vogue appeared on newsstands, exclaiming in its opening editorial, "On parle français." Billing itself as both, quote, a mirror of everything that was the best and most secure in Parisian taste, and a guide to what it called the best American style, the new magazine promised to be, quote, the most perfect, the most modern, the most elegant fashion journal the French reader will have the joy of leafing through, of reading, of contemplating. With the introduction of its French version, and here's another sample cover from the third issue, Vogue became the first periodical to have not just export copies, but distinct and separate editions containing different material, printed in different language, and produced in local plants. A dual presence in Paris and New York inclined the magazine to promote an idealized vision of transatlantic elegance, at the epicenter of which was situated haute couture and its high society clientele. Fashion, however, was only one facet of Vogue's Franco-American cultural program. Contemporary art and music were its other cornerstones. Among composers,
Satie and his acolytes Mio, Francis Poulenc, Arthur Honegger, Louis Duret, Georges Ulrich, and Germaine Taillefer, obviously les six, emerged as exemplary of Vogue's ideal. Igor Stravinsky attracted the magazine's attention as early as 1916, as we've heard, and continued to focus on its feature on its pages throughout the next decade. All of these composers appear frequently in Vogue, mentioned in music reviews as well as in coverage of the parties, costume balls, and other pleasures cultivated by Parisian elites in the 1920s, where they were more often than not invited guests rather than simply performers. In Vogue's view, these composers occupied a central place in the reconfigured social order that took hold after World War I, and the magazine treated them accordingly. By showcasing them as animators of fashionable society, Vogue played a crucial role in redefining the relationship between artists and their upper-class supporters, and helped re-articulate the boundary between public art and private entertainment. From its vantage point at the height of high fashion, the magazine proposed that new music was not a reflection of high style, but instead a stimulus to it. Vogue's chosen composers were thus both avatars of modernism and unlikely arbiters of fashionability. Vogue promoted a brand of high style that leavened French fashion with a dose of what it called American ways and American wants, a mix that appealed to women in both countries, especially in light of the bond that had linked them during World War I. The premise of a shared, fashion-based transatlantic culture was evident on almost every page of each issue, for although the magazine's 2 editions were independent productions, they contained many of the same editorials, illustrations, and photographs. For French readers, Vogue promised that it would offer, quote, an adaptation, not a translation, of its American edition, allowing French women to take to heart information about American art and dress, while never neglecting what it referred to as French ideals. Readers in the United States, on the other hand, benefited from the sharpened focus on Parisian couture made possible by the installation of a full staff at French Vogue, and from the magazine's exclusive state-of-the-art photo studio, where nearly all of the photo shoots that appeared in American Vogue took place. Even when they diverged, the Paris and New York editions emphasized the ways in which their geographically separated readers were alike. Photos of New Yorkers at the horse races in Saratoga were paired with images of Parisians at the Longchamp racetrack, while pictures of socialites relaxing at resorts in Denard and Deauville ran alongside photos of Americans lounging at the beaches of Newport and Southampton. Sunny Monte Carlo found its twin in Palm Beach, San Moritz had its equivalent in Lake Placid, and of course, Paris met its match in New York City. In short, French and American interests mingled in Vogue's 2 editions, combining to create a paradigm for sophisticated style that went beyond matters of dress. By July 1921, the magazine was advertising its aspiration to be, quote, a mirror of the highest society, a brilliant critic of artistic, musical, theatrical, and literary events, the arbiter of sophisticated behavior, and the supreme authority in matters of bon ton. Thus positioning itself as a cultural voice, Vogue opened another perspective from which the shared good taste of French and American women could be assessed. Just as a female New Yorker needed to know about the latest plays, performances, and personalities in Paris, the magazine asserted, so too did her French counterpart require information about the latest amusements and affairs of stylish Americans. By reporting on fashion, the arts, and high society on both sides of the Atlantic, Vogue made it not just possible, but de rigueur for women to be up to date with developments in both countries, and posited the existence of a single, international, and fashion-oriented society, which it ruled as creator and reporter. The magazine's stated ambition was to be the tour guide, the Baedeker of the women's world. This stimulated a variety of path-breaking initiatives that went beyond the printed page. Among these outgrowths was Vogue's development of what it called an information bureau in Paris to accommodate its readers.
Nestled in what the magazine described as the, quote, rich and elegant neighborhood between the Opera and the Church of the Madeleine, this office was billed as, quote, a comfortable place to write, telephone, rest between shopping adventures, and chat with friends. It would be the place we'd go now to recharge all of our electronic devices. The well-staffed bureau promised concierge service and access to the city's best couture and jewelry atelier, as well as guidance on everything from acquiring a fashionable dog to furnishing a summer residence. As for entertainment, these experts were armed with information on what they described as what is worthwhile in the theaters, what is the art show of the day, when the next important auction will be on, and they were ready with details about gilded restaurants where American jazz is popular. In sum, Vogue's Paris bureau allowed readers to put the magazine's advice directly into practice, easing the transition from reading about fashion and style to actually living a fashionable life. Like Le Bon Marché and the other great French department stores it promoted, Vogue was a multifaceted enterprise that proposed and sustained a female-oriented culture that emanated from the ideas of dress but stretched into multiple domains. Vogue posited that its readers in France and America shared an affinity for the finest things in life, including the best of the arts. In articles and illustrations, as well as its services and offices, the magazine strengthened its role as a tastemaker by promoting the latest cultural offerings in its home cities. Painting, sculpture, and interior design became important points of contact as the magazine covered the visual arts in its dual editions, reporting on current exhibitions and trends in brief informational columns, as well as more substantial articles. This was one area where Vogue's two editions often differed, so that each could focus on local events in their respective cities. Although keeping with the linked cultural agenda that Vogue sought to promote, even these features emphasized transatlantic aesthetic ties. So one artistic style quickly emerged as the model of the Franco-American mix that Vogue wanted to promote. And it had the added benefit of linking easily to the world of dress and fashion, transferring from canvas to couture salon. This style was Cubism, of course. Vogue magazine made the connection between Cubism and fashion as early as 1913 in an article entitled Dress Plagiarisms from the Art World, in which the critic took note of, quote, one of the newest movements among artists in whose wake follow the artists of dress. According to the magazine, Cubist approaches were absorbed in fashion in a variety of ways. In fabric, such as in a Paul Poiret dress, which you see in the slide here, sprinkled with what was described as square-cut confetti. In new colors, such as, quote, a wonderful shade of warm yellow called mandarin, which you see represented here in the perfume bottle. This is also a perfume created by Paul Poiret's enterprise. He named his perfume company after his daughter, Rosine, and you can see the Cubist influence in the bottle here for one of his scents. Cubism was also apparent in clothing shapes, including everything from a simple form of draping, as Vogue described it, to a broken silhouette. Cubism's pared-down forms and implication of vernacular references found places in fashion through the 1920s, notably in Coco Chanel's sportswear and in her little black dress, the famous garment that we see here. The illustration is from Vogue magazine. This is the illustration where Chanel's dress was described in the caption as a Ford signed Chanel. And the other image is from the collection at the Museum of FIT, one of the actual garments. Vogue's critic reported on this dialogue between art and fashion in January 1921, positing that Cubism was in fact a transatlantic style, quote, a blend of French classicism's linearity and the American taste for the mechanical and vast iron horizons, close quote. New York City skyscrapers, the Brooklyn Bridge, and Greek sculpture all contributed to the expression of everyday exuberance and excess, in Vogue's words.
Essentially modern, as it was said to be, Cubism fit neatly into the vision of Franco-American culture that Vogue was promoting and remained a prominent topic in the magazine through the 1920s, the subject of a number of articles devoted to the, quote, great chic to be found in modernistic art, and the style most often showcased on the periodical's covers. So if Cubism was Vogue's Franco-American artistic style par excellence, jazz was its quintessential transatlantic music. Exemplary of the magazine's view was an article entitled "America Sends the Spices of Life to Europe," which situated jazz as only the latest in a long line of US exports that included everything, in their words, from tobacco and military aid to moving pictures and cocktails. The homeland of Debussy, Fauré, and other composers of what the magazine called the most refined music had, the author noted, extended a warm welcome to, quote, those who blow saxophones, trombones, or jazz flutes with an undeniable but deafening verve. Vogue embraced this new sound with particular enthusiasm, since the arrival of jazz at last gave NAS's flagship fashion magazine a style-oriented focal point for its coverage of music. Right into the 1920s, however, the magazine's commentaries on music were anything but glamorous, relegated to the back matter and limited to an occasional column entitled Music Notes, in which anonymous authors provided news and reviews of concerts and recitals in New York and its environs. More substantive articles on musical topics did appear from time to time, for example, showcasing stars from the Metropolitan Opera, covering major concert events, and even reporting on so seemingly specialized a topic as music education at Harvard and other American universities. The Ballet Russe and Igor Stravinsky, of course, garnered coverage, particularly while the Russian troupe was touring the United States in 1916. With the launch of its French edition in 1920, however, Vogue's coverage of music began to acquire a sharper focus as the magazine began to highlight the links between French and American musical traditions and institutions. Key to this initiative was French Vogue's intermittent column on the Paris music scene, which appeared under the title L'Opéra et l'Opérette. The feature covered select performances and personalities, but also began to delve into substantive issues that allowed the Franco-American agenda to be advanced. Prime among news items, for example, in an issue published in May 1921, was a detailed report on the founding of a music conservatory for American students in the great chateau of Fontainebleau, the historic summer residence and hunting lodge of French kings, about 60 miles southeast of Paris, as you all know, I'm sure. Vogue noted with pride that while American musicians had traditionally traveled to Germany to pursue their studies, France would be their new destination. The New York-based Société des Amis Américains des Musiciens de France would send a select group to live at the chateau, where they would work one-on-one with what Vogue described as French composers, singers, virtuosos, acoustic specialists, and conductors, all of whom would visit Fontainebleau to expose their, quote, personal technique, their ideas, the ways in which they practice their art, how they translate their ideas, all that the soul of a musician contains. Support for the conservatory, the article observed, was widespread and included a major subvention from the French government as well as funding from high society philanthropists. In this same column, Vogue reported on the Paris musical scene, which was a topic of some interest since only in May 1921 did the city's major venues return to a full run of performances after the war. Vogue noted that Wagner was a significant presence, with Siegfried at the Opera and Tristan und Isolde at the Théâtre des Champs-Élysées. In Vogue's view, it was surprising to see so many of the city's elites elegantly dressed and absorbing what it called such essentially German music, with the World War I battles still such a recent memory. On the other hand, the author reported there was modern French music to be heard in Paris, and in particular, music in a style that had been introduced the previous year with Darius Milhaud's ballet, Le Boeuf sur le Toit. Vogue's critic described this choreographed farce,
that's Vogue's word, as the missing piece between the Commedia dell'arte and the modern cinema, and reported that it had sparked a series of similar efforts by Cocteau and Les Six. The appeal of these compositions, Vogue's critics suggested, stemmed from, quote, pure technique followed and understood by very few people, end quote, and from their ability to create music that was innovative and expressive of contemporary life while offering, quote, exactly what so many of us have searched for in music, a direct connection with their state of mind, joy, or distress, realized with as much force as in Wagner. In Vogue's view, Wagner's operas might be playing across Paris, but their day had passed. True expressive power was to be found in the music hall-inspired and jazz-inflected music of Satie and Les Six. Vogue quickly aligned itself with Cocteau, echoing the call for a popularizing musical aesthetic that he had sounded in 1918 in his little manifesto, Le Coq et l'Arlequin. Vanity Fair, as we've heard, another of Condé Nast's flagship magazines, had taken the lead in promoting Le Coq's brand of American modernism to its readers, publishing an article by Cocteau that previewed its contents as early as September 1917, and even printing an English translation of selected sections of Le Coq in the fall of 1922. And as we've heard, the magazine featured Satie and his circle in a number of articles throughout the 1920s. While Vanity Fair made these composers the center of its culture-oriented sphere, Vogue established them as part of the fashionable Parisian elite, and accordingly, in its coverage, often linked them to the haut monde and its pleasures. Satie, in fact, surfaced unexpectedly in the very first issue of French Vogue, earning a mention in a column devoted not only to wardrobes, but to interior decoration. This was because he was, after all, the inventor of something called furniture music, which was described by Vogue as follows. Furniture music, it is music that must be played between the acts of a theatrical spectacle, and which contributes like the sets, the curtains, or the furniture of the hall in creating an atmosphere. The musical motifs are repeated without stop, and it is useless, says Eric Satie, to listen to them at all. One lives in their ambiance without paying them any attention. Let us throw ourselves with abandon into musical concerts, at least because they are social occasions. Satie's furniture music had its premiere in early 1920 at one of the most stylish places in Paris, a gallery owned by one of the top couturiers of the day, this guy, Paul Poiret. This was in his gallery, the Galerie Barbansange. Two other events that year, both organized by Jean Cocteau and financed by Étienne de Beaumont, secured Satie's place in this milieu. The first, the now legendary Spectacle Concert, presented in February at the Comédie des Champs-Élysées, featured the premiere of the ballet Le Boeuf sur le Toit, as well as public premieres of Satie's Trois Petites Pièces and new works by members of Les Six. The second event was a full-blown Eric Satie festival, which took place at the Salle Erard in June. Jean Cocteau gave a short lecture at the start of this event, and the music that followed included a version of the ballet Parade for piano duet, played by Satie and Germaine Taillefer, along with the symphonic drama Socrate by Satie, which had been commissioned by the Princesse de Polignac, a high society regular, born Winnaretta singer, friend of Coco Chanel and heiress to the sewing machine fortune. The Princesse was one of what Vogue called many dames protectrices who supported the Satie Festival. As its critic Pierre Leroy reported, there was, quote, considerable affluence with a long line of deluxe cars parked outside the theater on this occasion. In the early 1920s, however, one Parisian venue dominated Vogue's pages as the place for stylish new music and its accompanying scene. This was the Dance and Jazz Club, or known in France as a bar dancing, Le Boeuf sur le Toit. Located on the Rue Boissy d'Anglas in the chic neighborhood near Vogue's Paris bureau,
The restaurant bar opened in January 1922 and quickly became one of the most exclusive night spots in Paris. A real-life incarnation of the nothing-doing bar that had been the subject of the ballet by the same name, captured here in Dufy's image. Le Boeuf was known for its eclectic clientele and recognized as a spot where, quote, high society mixed with painters and actors, businessmen with writers, one knew everyone or got to know them. Here's some images. Frequented by Le Tout Paris, Le Boeuf's regulars included the writers Raymond Radichouet and André Gide, poets Blaise Saint-Drouard and Max Jacob, artist André Derain, Constantin Brancusi and Pablo Picasso, and fashion designers Coco Chanel, Jean Lanvin, and Paul Poiret. The bar received regular attention in Vogue, which first took account of Le Boeuf's cosmopolitan crowd in June 1923 in an article recounting a night on the town enjoyed by a fictional character named Palmière. And I apologize for the quality of this image, but this is the illustration that ran along with this little story about Palmière's night on the town. She was one of 6 young Parisians created to exemplify the magazine's ideals in a series of short stories. And in her story, she spends an evening at Le Boeuf sur le Toit with Satie and his crowd, suffering what's described as a series of serious physical deformities thanks to disjointed popular dances. Although this illustration, to the contrary, seems to depict a pretty calm scene with a few dancers and Jean Cocteau back there seated at a corner table. Vogue's critic Jean Laporte acclaimed it as magic, one of the most seductive places in Paris around midnight. It was, in his opinion, the city's most interesting nightclub with a clientele of young writers, musicians, and painters, an open circle that gathers not because of snobism, but because of shared tastes. Laporte, a keen observer of fashion, noted that dress at Le Boeuf reflected the club's diverse clientele. A man in an elegant suit could often be found seated next to a young painter from Montparnasse in a velvet sweater with a floppy tie. It was music, however, that defined and distinguished Le Boeuf for Vogue. Quote, the jazz is always first rate. Vance, a demon on the saxophone, and a black chanteuse with a voice like a locomotive's whistle, singing Do It Again in an unforgettable manner. The illustration that ran with this article, depicting a black saxophonist playing along with a drummer in a dark and crowded bar, provided further reference to Vance Lowry, the unparalleled sax and banjo player who had made a name during the war as a member of London's Ciro Club Coon Orchestra. As for the song, Do It Again, it was a top hit for George Gershwin and Buddy DeSilva in 1922, featured in the show French Doll, where it was performed by Irene Bordoni. Vogue's observations made it clear that American influence in the club was far more authentic than that conveyed in the ballet, which Cocteau freely admitted was, quote, an American farce written by a Parisian who's never been to America. Nightclubs went in and out of fashion quickly in Paris, but Le Boeuf had staying power. Even as late as May 1925, Vogue was describing the club to its American readers as, quote, one of those tiny Paris haunts that within 4 walls confines 2 worlds. There are young bloods at the bar who act as if they own the place. If they deign to speak to someone sitting at tables in the outer wilderness, they do it with condescension. Does not Jean Cocteau count himself as one of them, and Tristan Tzara? The bar is hung with photographs by Man Ray of some of those celebrities. Doucet delights us at the piano, and the little tables are crowded with a public so remarkable in its own way as the young intellectuals at the bar. Le Boeuf's particular mix, French high intellectualism and Beaux-Arts avant-gardism, combined with American music and cocktails, added up to a stylish and inherently transatlantic expression of modernism, matching exactly the program Vogue sought to promote. The club's music exemplified Vogue's ideal combination of Franco-American values, as did its main animators, Satie and Lessis, who upheld French tradition by virtue of their classical and conservatory training, yet composed works informed by idioms of American jazz and popular music.
By bringing these two spheres into contact, Leboeuf expressed a chic brand of modernism in which French traditions were invigorated by American idioms, and in addition, boosted the social status of these composers, raising them from the position of working the party to being at the party. Thanks to this leveling and to Vogue's attention, Satie and Lesys found themselves poised for more direct involvements with the haute monde, not simply as artists, but as collaborators and friends. And if you wanted to go out on a limb, you could go forward and talk about the way in which that tradition has carried forward right to the present day. Thank you all very much. Shall we stay here for questions? Oui. Alors, adressé à l'une ou l'autre des conférencières. Je vois une question à Malou. Oui. Oui, à travers ton exposé, on avait le sentiment qu'au tout début de Vanity Fair, il y a nettement une francophilie qui se manifeste. Ensuite, l'Amérique reprend le dessus. Est-ce que dans la première phase, l'objectif de la revue, c'est d'être près de la modernité, etc. Est-ce que dans cette première phase, cette francophilie, elle est en quelque sorte par défaut, c'est-à-dire parce qu'il n'y a rien sur le continent américain que eux considèrent comme positif par rapport à la modernité, ou est-ce que ça s'inscrit dans un courant historique plus large qui fait que dans les débuts de la revue, il y avait un courant de francophilie aux États-Unis? Je pense que c'est un peu les deux. Je pense que le courant francophile est extrêmement important, puisque la France est vraiment le mythe américain, c'est même le rêve, c'est l'exemple qu'il faut suivre. Et il parle peu finalement de la musique américaine, si ce n'est que j'ai quand même... quand il parle de l'opéra, attendez, je vais vous dire à un moment donné, il y a quand même un compositeur qu'il considère comme le compositeur américain par excellence, et puis très vite il l'oublie. Mais attendez, je ne sais plus lequel c'est. Je ne retrouve pas tout de suite. Il est vraiment oublié. Oui, il est vraiment oublié, en effet. C'est Jonathan Alden Carpenter? Non, voilà, je l'ai. C'est Victor Herbert avec l'opéra Madeleine au Métropolitain en 1914. Et le musicologue Zygmunt Paz dit que Victor Herbert peut être considéré comme le principal compositeur américain de son époque. Donc voilà, et puis après, on n'en parle plus du tout. Donc c'est un peu parce qu'il y a un vide où la musique américaine qui est, du moins c'est ce qui ressort de ce que moi j'ai lu, la musique américaine qui est donnée à ce moment-là en Amérique est une musique américaine qui est vraiment copiée sur la musique européenne. Donc c'est vraiment ce qu'ils disent. Ils disent à un moment donné, les Américains doivent trouver leur inspiration sur la Harlem River et non pas sur le fleuve Arno. Il faut vraiment s'inspirer de ce qu'il y a sur le continent et se débarrasser de cette influence européenne. Donc c'est à la fois parce qu'il y a probablement un vide où ce qui est ne leur semble pas suffisamment moderne, et puis à un moment donné, il y a vraiment beaucoup d'articles qui sont en train de secouer, j'ai envie de dire, secouer les compositeurs américains en disant mais réveillez-vous, arrêtez de faire des symphonies comme les Européens font et trouvez votre propre caractère. C'est l'impression que j'ai. Et alors vraiment, on le voit très très fort, autant la France est omniprésente jusqu'au milieu des années 20-25, et puis là, bon, il y a un équilibre entre les deux, et puis très rapidement, ce n'est plus que l'Amérique. Mais ce n'est pas le même cas dans les autres arts, par contre. Dans la littérature américaine est prédominante tout le temps.
Et la littérature française, elle finit par s'évanouir, si j'ose dire, ou disparaître. D'ailleurs, il y a beaucoup d'auteurs, d'écrivains français qui participent. Il y a Paul Morand, il y a Paul Valéry, il y a Saint-Exupéry, il y a Colloque. Ce seront des correspondants permanents au sein de la revue. On va passer à une autre question. Oui, pardon, excusez-moi. Madame Amir-Faza. Merci beaucoup, c'était une très belle ouverture pour ce colloque et ça, pour moi, il pose beaucoup de questions. Mais une question qui se pose pour moi, c'est une question de l'audience, target audience, des deux magasins qui me semble, Malou, tu parlais quand même que c'est pour hommes et femmes, mais Vanity Fair, moi, j'associe quand même plutôt avec des lectrices que des lecteurs, et Vogue, j'imagine, c'est plutôt féminin comme audience. Bien sûr. Alors, comment est-ce que ça joue sur la représentation de la culture française dans le big picture? Dans la manière comment ça peut aussi féminiser l'art français, la musique française, si on pense d'Essis, de la mode versus Schoenberg, modernisme, autre chose qui va se passer peut-être dans d'autres genres. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut avoir aussi une influence sur la vue de la culture française et surtout de la musique française aux États-Unis. Oui, en anglais encore, parce que c'est un peu plus facile pour moi. The feminization in Vogue is all about style, and I think all about this connection to a taste making, to an overall sensibility that is both French and American. Schoenberg is not in the pages of Vogue, although he is in Vanity Fair. And so the style connection and the French influence there is incredibly important for Vogue, and the selections that it makes. The modernism that can be related, as I was saying, to both France and the United States, that comes through in jazz, in Gershwin, in Satie and his circle, enables the magazine to promote this line, whereas Condé Nast and Vanity Fair kind of goes off in different directions, more intellectual directions, I would say. Mm-hmm. Oui, mais je pense que Vanity Fair, quand même, c'est vraiment, c'est pas que pour les femmes, c'est vraiment pour les hommes. On le voit très nettement dans les pages de publicité. N'oublions pas qu'il y a quand même 38 pages de publicité qui ont leur propre table des matières. Hein? Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel. Et ce sont quand même, ce sont des produits de luxe. Mais dans les sujets qui sont traités, il y a beaucoup de sujets qui sont entre guillemets masculins. Il y a les automobiles, il y a les avions, il y a le golf, il y a le tennis, il y a l'aviron. Donc ça, c'est quand même plus masculin que féminin. Et on le voit dans les publicités. Les publicités, c'est pas seulement que les habits pour femmes, il y a les chapeaux pour les hommes, il y a les gants, il y a les cannes, il y a les souliers, il y a les trousses de voyage. Donc, mais est-ce que ça a une influence sur la musique que l'on montre? Je ne pense pas. Enfin, je ne le crois pas du tout, mais je peux très bien me tromper. C'est simplement le public qui est différent. Autant il est féminin et essentiellement féminin dans Vogue, encore que je suis persuadée qu'il y a des hommes qui devaient lire cette revue qui est quand même très, très chic. Hein. Autant pour Vanity Fair, je pense que c'était les deux, puisqu'il n'y aurait pas tant de publicité destinée aux hommes. Vogue had its advertisements as well and a shopping service. So just as you can go to a magazine today and go to the digital version of it and click on it and buy something, Vogue's shopping bureau connected you to that possibility as well. So in the advertising pages, you would see how to order exactly what was in the publicity there. Pour la question de Mme François, particulièrement intéressante du point de vue de peut-être la féminisation de l'art français par rapport au jazz masculin. Est-ce que c'est plutôt comme ça que vous
Oui, Non, c'est c'était une façon très de ouvert. voir la musique française comme un art un peu efféminé. C'est bien comme ça que j'ai compris. La seule chose qui est Non. Non, c'était plutôt, j'ai laissé ouvert parce que je ne connaissais pas la réponse. Oui. Ce que ça voulait dire d'être façonné dans un magasin de tel genre pour l'art qui est choisi. Et nous, bon, les années 20, ce n'est pas les années 2010. C'est-à-dire, j'étais juste curieuse. Oui, mais je pense à un article quand même qui introduit le charleston et le tango argentin au travers la fashion, au travers les habits de femmes. Que faut-il porter pour danser le tango, par exemple? Et alors là, on voit toute une série de dessins de robes, mais le texte porte sur la danse. Bon, ça répond peut-être, mais ce n'est pas courant, hein, c'est une exception. Michel. Oui, en fait, je voudrais apporter une hypothèse. Et j'ai référé à une troisième revue qui s'appelle Musicale, qui est une revue française qui a été créée en 1902, qui est spécialisée en musique, par exemple, c'est très différent. Et cependant, qui vise, elle, spécifiquement le public féminin. Oui. L'impression que j'ai, c'est que là, on a affaire à des revues américaines, et notamment pour Vanity Fair, c'est une conception de la relation entre hommes et femmes différente. Notamment, il y a une plus grande liberté pour les femmes, il y a un rapport, en fait, c'est une hypothèse, hein, où en fait on cadre l'aspect, le cadre féminin, donc avec des limites, notamment en matière d'art et de rapport à la discipline différents. Pour l'Amérique, il y a une grande ouverture. On pense par exemple aux femmes à l'université. Dans les campus américains à l'époque, c'est ce qui fascine des gens comme Charles Keckler, on va en parler. C'est cette présence féminine qui intervient, qui a une opinion, qui joue un rôle. Donc il y a une nuance entre Vogue, une revue à cheval entre l'Amérique et la France, donc qui est dans cette dynamique, je dirais, intermédiaire, et Vanity Fair qui est définitivement beaucoup, me semble, campé dans une Amérique entre guillemets plus moderne, où il y a cette différence-là et tend à être, je dirais, effacée. C'est une hypothèse. Oui, mais je pense que vous avez tout à fait raison, parce que c'est plus qu'une hypothèse. Parce que bien sûr, vous avez compris que bon, sur les 270 numéros que j'ai dépouillés, bon, je ne pouvais pas aborder tous les sujets, puisque l'idée c'était de parler de la musique, mais il y a tous ces faits de société et l'émancipation de la femme au sein de Vanity Fair, elle est extrêmement présente. On voit d'ailleurs des caricatures, enfin des petits dessins humoristiques où on voit la femme qui prend vraiment sa liberté. Donc c'est plus qu'une hypothèse, vous avez tout à fait raison. Tous les faits de société sont vraiment soulignés dans Vanity Fair. C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est un brassage d'idées et en même temps, pour moi, c'est un façonnage d'idées. It's the same thing for Vogue. The empowerment of women is in the pages of Vogue. It's not, if you follow a tradition of fashion magazines, you see women being persuaded to pursue feminine arts. And often the magazines designed for women would include musical scores so that a woman could sit at the piano or play chamber music. Vogue departs from that. It takes a much more intellectual tone, and its photographs and illustrations often show women in positions that are empowered positions. So it is a different dynamic. Merci. Madame Ahmed? Oui, pour suivre l'idée de Michel, je pensais, lorsque je voyais les images de Vanity Fair, je pensais à la comédia illustrée. Je trouve que la couverture, elle est très semblable, le genre de dessin ou d'illustration qui est imprimé sur la couverture. Et même à l'intérieur, il parle de ce qui se passe en Amérique comme genre de compte-rendu de concert. Et aussi, on voit aussi ces genres de types de danse qui sont à la mode, tango, du ballet jusqu'au tango. Alors, je ne sais pas si vous avez fait un genre d'association ici. Non, je n'ai pas comparé les deux. Ça mériterait en effet
d'être étudié, comme ça mériterait d'être étudié plus étroitement, Vogue et Vanity Fair, d'autant que c'est les mêmes directeurs. Hein. Oui. Donc là, il y a vraiment, d'ailleurs je vois bien que les articles qui paraissent dans Vanity Fair, ils paraissent sous une autre forme dans Vogue ou l'inverse. Donc il y a vraiment une connexion entre les deux. Je pense qu'il faudrait qu'on s'associe pour bien comparer les choses. Il y a sûrement là quelque chose à faire. Mais avec Comédia illustré, je n'ai pas fait la connexion, mais je pourrais, parce que j'ai toute la série chez moi, donc c'est encore un travail à faire. Merci de la suggestion. Comédia Illustrée is very interesting, especially because of the special editions that it produced for Ballet Russe productions. And those were a definite influence on Condé Nast. And there is some material that translates directly, almost directly, from Comédia Illustrée to Vanity Fair and critics who worked across both. Et Ballet suédois. Oui, yes, exactly. Yes, special edition. Katrina? Can you tell us just briefly a little more about the bureau? Is it more like a consultation center, or does it become like a lieu de rencontre where you actually, like fashionable ladies actually go there to meet like men would in a gentleman's club? It's really interesting, and there's not a lot of information about what was happening there, but it's clear that Vogue felt like it could create a community there. That would be beneficial to it. So it would drive sales, it linked to all the grand department stores in Paris, so women could be directed to those places. It had a ticket exchange, so that you could go there to acquire tickets to the opera or whatever you wanted. So it was meant to be the equivalent of what the great department stores typically had somewhere in their buildings. A place where women could go and have a respite from the day, but also have access to whatever was happening in the city. So women might actually go in the same way that women used to be able to go to the top floor of the bay and sit in the ladies' washroom on a bunch of chairs and talk. So there was this kind of social aspect to it as well. But it didn't require any particular fee. I mean, it was for subscribers to the magazine, but other women were given access to it as well. So it was meant to be just a social meeting place and a service providing establishment. It's cool. Je pense qu'on va s'arrêter ici. On a une belle occasion pour discuter. Madame Fazan, vous vouliez ajouter quelque chose? Moi, je ne voulais ajouter qu'un seul autre magasin dans le mix. Magazine, pardon. C'était la première chose qui me venue à l'esprit quand j'ai vu le photo spread de Vanity Fair. C'était Musical America. Comment? Musical America, qui est justement comme Musica, c'est un magazine illustré très luxe, qui joue sur le même type visuel, mais pas l'art illustré. C'est seulement les photos qui sont aussi. Il y a des photographies de musical américains qui sont reprises dans Vanity Fair. Ça, je le vois parce que quand ils montrent les photos, il y a les crédits qui sont en dessous. Et très souvent, ça l'est. Par exemple, il y a un compositeur dont je n'ai pas parlé, c'est Fanelli, ce compositeur qui rencontre Gabriel Pernet et sur lequel on discute beaucoup sur il y a eu toute une controverse en disant que Debussy s'était inspiré de ce compositeur. Et alors on voit Gabriel Pernet qui parle à ce compositeur et la photo est reprise de musicale. Alors merci beaucoup, on va continuer pendant la pause. Peut-être j'avais une idée à soumettre pour peut-être la discussion qui pourra s'ensuivre. Moi j'ai été très intéressé par un point qu'a soulevé Madame Haine, c'est-à-dire que dans Vanity Fair, il y avait une tentative d'élever ce qu'on appelle la low culture et d'abaisser un peu la high culture de façon à rendre tout ça plus accessible. Ça pourrait être un point de réflexion pour une discussion autour d'une bonne table de café. Alors, merci beaucoup. Merci.
for Vogue, the high low. On a tellement de